Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une pièce de théâtre coup de poing, bouleversante sur le désir d'enfant, les échecs de la PMA et les blessures du passé que notre association Les Cigognes de l'Espoir a décidé de soutenir et de programmer. La pièce s'appelle Si c'est une fille, on l'appellera Violette. Pour en parler, nous avons invité Charlotte Braquet, auteure et principale comédienne dans la pièce, et Nicolas Derrien, le metteur en scène de cette pièce. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors on va commencer avec des questions pour Charlotte, puis pour vous Nicolas, et enfin des questions qui s'adresseront à vous deux. Charlotte, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire une pièce sur la PMA? Est-ce inspiré d'expériences personnelles, de témoignages ou d'un constat sociétal? Alors initialement, la nécessité d'écrire cette pièce, elle est survenue de mon expérience personnelle après quasiment 4 ans d'essai pour avoir un bébé. Donc je compte aussi l'année avant d'entamer des démarches médicales. Voilà, une année entière d'essais infructueux par la voie naturelle et 3 ans de PMA avec que des échecs de procréation qui, à un moment donné, moi, dans mon parcours de vie et très empreint aussi d'autres pressions que je vivais par le travail, par le couple, par la famille, m'ont complètement terrassée. Et je suis arrivée à vraiment un point de rupture dans ma vie où en étant en école de théâtre, j'ai entrepris l'écriture de cette pièce. D'abord en fait, en sachant pas du tout que c'était un outil thérapeutique, mais en me rendant compte après coup à quel point ça m'avait été utile pour sortir de tout ça et prendre de la hauteur. Voilà. Donc c'est plutôt très perso. Mais ce titre, Si c'est une fille, on l'appellera Violette, est très intrigant. Qu'est-ce qui signifie pour vous? En fait, il signifie tout ce qu'on met derrière la maternité, tout ce qui est encore très empreint dans nos sociétés de ce désir d'enfant, de la projection que c'est d'être maman, et qu'il est, je pense, d'autant plus dans ma propre famille, puisque moi j'ai été vraiment bercée là-dedans avec une mère qui a adoré ses grossesses, qui en parle comme les plus belles périodes de toute sa vie, et donc et qui en fait a toujours projeté sur mes sœurs et moi, parce que du coup on est trois filles, le jour où nous-mêmes nous pourrons lui donner cette joie d'être grand-mère et où elle pourra nous accompagner, nous soutenir dans cette maternité. Et donc, si c'est une fille, on l'appellera Violette. C'est vraiment. Alors, il y a plusieurs choses, c'est que déjà. Moi, j'ai toujours été convaincue que j'aurais une fille. Alors, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est un sens ou quoi, mais assez persuadée de ça. Et Violette, parce que c'est un prénom que pareil, j'ai ancré et pour lequel j'ai mis une empreinte très jeune dans ma vie. Je sais que si un jour j'ai une fille, alors aujourd'hui, ouais, je dirais peut-être autre chose, puisque vu toute la place que ça prend, voilà, je ne sais pas si ce serait très sain de continuer dans cette voie-là, mais en tout cas, avant d'être confrontée à la PMA et à tous les échecs et tout, il y avait vraiment ce désir projectif très fort d'être maman avant un certain âge, d'avoir le deuxième avant un autre âge et tout ça, et cette conviction que si j'avais une fille, je l'appellerais Violette. Et pour la petite anecdote, la pièce, en fait, il y a un petit conflit en fait entre Marguerite et son partenaire qui est Jamin, qui lui veut absolument l'appeler Rose et Marguerite veut l'appeler Violette. Et donc du coup voilà, bon, c'est ça le titre. Et comment vous avez trouvé l'équilibre entre l'émotion, parfois douloureuse, et l'humour ou la poésie dans le traitement de la PMA? Euh, Comment j'ai trouvé l'équilibre? Mais je pense que je l'ai pas trouvé. En vrai, je pense que de ma personnalité, déjà vraiment, vraiment intrinsèque, liée à mon parcours, à comment j'ai été élevée, éduquée. Et j'ai eu une approche de la PMA très,
presque stratégique, enfin très protocolaire, je me suis dit, en fait, j'ai complètement sous-évalué, mais parce que je méconnaissais complètement le sujet, mais les impacts a posteriori que ça allait avoir sur moi et sur ma santé mentale et sur mon corps et tout ça. Et donc, en fait, je l'ai euh, je l'ai pris comme une épreuve en plus dans ma vie et et j'ai tracé tout droit sans me poser de questions. Et c'est là où moi je parle, enfin quand je parle de la PMA, je trouve que en tout cas sur moi, c'est un process qui a été très insidieux parce que je trouve qu'en fait, il a laissé des traces complètement invisibles et qui, euh, dans la temporalité dans laquelle ces traces auraient dû survenir, c'est-à-dire en fait avoir une espèce de voilà, ouais, de réalisme face à, mais en fait, faut foutre des piqûres dans le ventre tous les jours, en fait, c'est dur. Et d'affronter, en fait, comme ça, à chaque étape, la réalité de ce que ça suppose. Ben, moi, c'est vrai que je l'ai pas du tout traversé comme ça. Et donc, ça a été vraiment une autoroute. Et en fait, ouais, à la fin, enfin, un gros mur, quoi. Donc, pour le coup, j'ai pas trouvé l'équilibre. Mais par contre, dans l'écriture de la pièce, je pense que on a réussi avec à la fois le texte et puis dans la mise en scène qu'a proposé Nicolas, avec aussi son univers très. Parce que lui, il faut que ça rigole. Nicolas, il faut que ça rigole, il faut qu'il y ait de l'humour et tout. Donc, pour le coup, je pense que entre l'écriture et comment il est parvenu à décaler le texte pour y mettre de l'humour, parce que l'objectif c'était que ça rayonne vers le plus grand nombre. Je pense que là, pour le coup, j'ai pris un peu ma revanche. On en parlera avec Nicolas tout à l'heure de la Ouais. façon dont il a mis en scène ce texte. Quels stéréotypes ou malentendus autour de la PMA souhaitiez-vous déconstruire à travers cette pièce? Euh, et ben déjà que la médecine peut tout. Je pense que en tout cas, moi, je sais que j'ai un gros biais de légitimité par rapport à la médecine. Je m'en rends compte aujourd'hui et je m'en suis rendu compte encore l'année dernière puisque j'ai traversé un épisode pareil assez dramatique dans ma vie. Et en fait, il y avait cette confiance complètement aveugle Mhm. sur la médecine euh, peut tout. La médecine permet, la médecine. Donc, en fait, c'est sûr que ça va réussir parce que à un moment donné aussi, le corps médical ne questionne pas forcément d'autres choses que ce qu'ils connaissent et c'est un peu normal. Euh, mais voilà, ça, je pense que c'est une vraie volonté de déconstruire ça. En fait, non, la médecine ne peut pas tout. Enfin, la PMA, c'est presque un environnement global, a priori, à repenser de sa vie de couple, de sa vie pro, oui, c'est ça, de son entourage et tout, avant même de rentrer dans le process. C'est-à-dire qu'avant même de se dire, OK, c'est bon, c'est sûr, on est là, enfin, on y va d'avoir fait les premières injections, d'avoir parcouru les premiers cycles, c'est presque avoir voilà, une connaissance en amont pour changer l'environnement global, pour pouvoir la traverser du mieux qu'on peut. Mais c'est pas quelque chose qui se rajoute à la vie, en fait. Non, ça, c'est pas vrai. C'est tellement lourd, tellement douloureux, tellement contraignant, tellement exigeant que, que oui, en fait, c'est pas juste quelque chose qu'on peut confier dans les mains de la médecine et se dire c'est bon, on est en sécurité, ça va fonctionner. Donc je pense qu'il y a ça. Euh, et puis, euh, et puis aussi, oui, voilà, pareil, tout ce qui se joue au niveau du couple, de la nécessité quand même de faire couple et comment en fait la notion de faire couple, elle se réinvente et euh, dans ces moments-là de vie, puisque en fait, bon, on se marie plus trop aujourd'hui, mais à la base, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et là, ça fait partie des pires. Et comment, ben voilà, oui, comment on est accompagné là-dessus aussi, et comment en fait, à un moment donné, on ne se suffit plus. On ne se suffit plus en tant qu'individu et dans ce qu'on est, et dans ce qu'on a construit jusque-là, parce que c'est une vraie étape de vie, c'est une vraie étape difficile. Et donc, en fait, ça suppose même individuellement de pouvoir passer
steps, des étapes de maturité, de compréhension de nous-mêmes et tout, parce que, parce que ça va demander de sortir de soi, de sortir des compétences, d'empathie, de bienveillance, de communication, et cetera et voilà, donc oui, ça, on ne se suffit pas et peut-être la dernière chose, heu, non, je sais pas si c'est déconstruire les stéréotypes, mais j'avais une vraie volonté de mettre l'homme aussi au cœur de la pièce parce que pour plus l'isoler, parce que je pense que c'est pas un sujet c'est pas un sujet enfin, oui, les femmes bien sûr, mais je pense que c'est beaucoup plus global et que c'est un vrai sujet de société, heu et que les hommes pour le coup dans ce genre de parcours, pour moi, seraient un peu, les victimes du silence et de ce qu'on ne montrerait pas et je pense que ça peut avoir des conséquences très importantes sur la suite de leur, construction et tout ça. Voilà. En tant que comédienne, est-ce difficile de jouer un rôle aussi intime qui touche au désir d'enfant et à la maternité? Oui. Oui, oui, non, non, c'est très, très difficile, c'est très, très difficile parce que en fait, moi, j'étais prise dans un grand paradoxe entre, la nécessité de jouer et en même temps, en fait, la nécessité de sortir de ça et en fait, je jouais la pièce de laquelle, dans la vie, j'étais partie, mais parce que j'ai fini enfin, on a fini par se séparer avec mon conjoint de l'époque et cetera. Mais la pièce a suivi, en fait, cette séparation, heu et oui, oui, non, non, je pense que j'ai pris de très gros risques, mais je pouvais pas faire autrement. Je crois que je pouvais pas faire autrement, d'autant plus que et pour le coup, la pièce, soulève un autre sujet, c'est qu'en fait, moi, tout le process de PMA, m'a en fait fait vraiment a réveillé chez moi, plein de choses que j'avais enfouies sur, mon enfance, sur, le rapport que j'ai à un membre de ma famille, et comment le lien est très dysfonctionnel et comment en fait la façon dont je me suis construite a un impact et encore aujourd'hui, très fort sur, ma capacité à me projeter maman, avec tout ce que ça implique de sortir de l'enfance, à s'assumer en tant que femme, à à accepter potentiellement, la transformation d'un corps d'enfant à un corps de femme et donc moi, c'est venu réveiller tout ça et il y a eu, ça a été Tchernobyl en fait, toute cette période-là ça fait 2 ans qu'on l'a produit, 2 ans que je l'ai écrite, tout pile et ouais, en fait, il a fallu, ça a demandé j'ai été très bien entourée, mais ça a demandé énormément de enfin, j'ai eu des périodes d'effondrement, j'ai eu des périodes où ça allait mieux et tout, mais à chaque fois que je vais au plateau, heu et pour tout ce que la pièce raconte, hein, c'est-à-dire qu'à la fin, moi, je partage, que je suis tombée amoureuse d'un autre homme, et que du coup, je suis partie de cette vie, un petit peu tirée parce que j'avais besoin d'aide, dans une autre vie et j'ai heureusement que j'ai été très bien entourée sur les 2 ans parce que sinon je suis pas sûre que j'aurais pu. Voilà, donc oui, c'est très dur. Et alors, quelle réaction du public vous touche le plus après les représentations? C'est difficile à dire parce qu'il y a un côté de moi, assez orgueilleux, je pense que mon ego touche, c'est-à-dire que c'est ma première pièce de théâtre, que personne ne veut l'éditer parce que soi-disant, elle peut pas être publiée en l'état. Donc à chaque fois, j'ai un petit truc, dans mon ego qui me dit: «Ah putain, mais je suis mauvaise et tout». Hem, enfin voilà, le texte est pas bon et tout. Donc quand j'entends du public, qu'ils adorent le texte, qu'ils trouvent ça, qu'il y a plein enfin, Nicolas le dit aussi, il y a plein de apparemment, parce que moi je j'ai pas ce recul-là sur mon écriture, mais il y a plein de styles différents qui permettent du coup voilà, de jouer à plein d'endroits. Je suis contente que les gens apprécient, que les gens comprennent et je suis contente du niveau peut-être de réflexion et de qu'il y a eu derrière pour que du coup ça parle vraiment et que les gens
les gens ont l'impression d'apprendre des choses après coup. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc ça, c'est une première chose. Mais ça, voilà, c'est très égocentré pour le coup. Euh, mais ce qui me touche le plus, c'est de voir qu'ils sont passés, ils ont réussi à passer avec nous par toutes les étapes du rire, des larmes, de l'incompréhension, et que ça, on les tient sur tout ça. Donc, ils comprennent à la fin ce que ça suppose et ce que ça signifie. Alors, évidemment, rapporté à la vie d'une seule personne, puisque ce n'est que de mon regard et de mon expérience, mais que collectivement, on soit parvenu par la direction d'acteurs, par la mise en scène, par la subtilité des personnages, toutes ces heures à travailler sur des trucs où des fois on se dit putain, mais c'est pas forcément nécessaire. Et c'est le niveau en fait de technicité que Nicolas a apporté et que les autres ont saisi, et ben qui font qu'aujourd'hui on a des personnages qui sont très grands et qui parlent à tout le monde et voilà et qui embarquent en fait. Et ça j'avoue que c'est très satisfaisant. Et alors le climax, c'est vraiment quand des gens viennent. Là, dimanche, j'ai une jeune femme qui est venue et qui m'a dit, moi je me suis effondrée, mais elle m'a dit, mais voilà, moi je suis en parcours PMA avec mon conjoint, on n'y arrive pas, on n'a que des échecs. Et en fait, et je l'ai trouvé hyper, je me suis dit, putain, mais la maturité qu'elle a par rapport à celle que je n'avais pas, parce que elle m'a dit, donc voilà, moi j'ai dit à mon conjoint, on fait une pause dans notre couple parce qu'en fait, il n'y a plus de couple, il n'y a plus de projet d'enfant. Et donc là, elle a décidé, malgré cette volonté d'être maman, elle a décidé d'arrêter pendant un an là le process pour se retrouver, pour retrouver son conjoint, mettre de la distance et tout. Et je me dis waouh, mais elle est trop forte. Et par contre, et ben elle m'a dit un truc fort, c'est qu'elle est venue. Je dis bah il est où votre conjoint? Parce qu'elle est venue toute seule à la pièce. Je dis mais il devrait être là, il devrait voir avec vous. Et elle m'a dit non, mais en fait il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. C'est trop violent pour lui. Donc il se confronte à rien et en fait il se noie dans le silence, voilà, c'est ça, dans le désert émotionnel, et il n'affronte pas. Et même un endroit comme ça qui est censé un peu être protecteur, puisque le théâtre, voilà, le public est dans le noir et peut en faire ce qu'il veut, mais même ça. Mais je suis contente parce que du coup, elle s'y est retrouvée, ça lui a parlé, ça lui a fait du bien parce qu'elle s'est dit, bah, je suis pas toute seule et tout, ce qui moi m'a énormément manqué. J'étais extrêmement isolée. Et donc je suis très heureuse de ça, ouais, que les gens, que certains ouais, puissent trouver de l'espoir ou du soutien, quoi. Ça fait une bonne liaison avec ma dernière question pour vous. Quel message voulez-vous faire passer avec cette pièce? Après, on discutera avec Nicolas. Quel message? Alors, je pense que le vrai message de fond, c'est de, c'est de s'ouvrir quand on a des diagnostics qui tombent comme ça. Et c'est un peu d'ailleurs le nom de l'assaut, les laboureurs et tout. C'est en général ce qu'on défend, c'est essayer d'ouvrir nos idées reçues, euh, de, de remettre en question, de douter de choses qui tombent comme ça, parce que, bon, dans mon cas, il y a une double infertilité de la part mon ancien conjoint et de moi-même. Et alors, une infertilité, évidemment, est différente d'une stérilité. Et c'était davantage, a priori, la rencontre entre les deux qui empêchait la procréation d'exister. Mais en vrai de vrai, oui, il y a ce diagnostic qui est tombé, mais moi, je l'ai vécu dans mes entrailles. J'avais ma réflexion, j'avais ma tête qui bourdonnait pour moi, et je savais euh, que le sujet était beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup plus. En tout cas, chez moi, c'était, mais en fait, presque la cause médicale, elle, j'ai presque envie de dire, alors oui, elle est réelle, elle est existante, mais en fait, je me mentais. Et je pense, et je me mentais en sachant quand même que j'avais les. Vous voyez, en fait, je mentais, je pense, à ma conscience.
mais c'était bien là, les réflexions que j'avais en même temps que le process, en même temps qu'on avançait dans le process, c'était quand même bien là et tout. Mais je voulais pas en faire ma vérité. Je voulais pas en faire le lien, parce que j'avais peur, je pense, de ce qui m'est arrivé. Hein. J'avais peur du jour où j'y arriverai plus. Euh, et donc, je trouve ça intéressant, mais encore faut-il avoir la capacité de le faire et avoir envie de le faire. Mais que quand on pose des grands noms comme ça sur des grandes causes et des grandes, et notamment par la médecine, et c'est pour ça que je parle de biais de légitimité, c'est de se dire, bon, ok, il y a ça, mais qu'est-ce que ça raconte en fait dans mon histoire et dans mon parcours? Et est-ce que véritablement, il n'y a que sur le plan médical, purement technique, que quelque chose doit se jouer? Ou est-ce que je peux, je sais pas, m'entourer d'autres façons de m'accompagner euh, en parallèle de la médecine, de la médecine pure et dure. Voilà, je pense que c'est ça le vrai message de fond. Et puis bah, évidemment, et la pièce va dans ce sens, il y a, je pense que j'avais une volonté enfin, pas de libérer la parole, parce que je n'aurais pas la prétention de dire ça, mais de permettre, en tout cas, d'essayer d'être un, je sais pas, un outil, ouais, un levier de, de liberté intérieure, presque, en tout cas, en permettant aux gens de se dire qu'ils sont pas tout seuls, et puis de reconnaître que c'est dur, en fait, parce que c'est dur, c'est pas insurmontable, on s'en remet, alors, enfin, plus ou moins, parce que, évidemment, toujours pareil, en fonction des parcours, c'est toujours différent, mais, mais qu'en fait, ouais, on peut, il faut en parler parce que c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose dont on doit avoir honte, l'infertilité. Et pourtant, l'infertilité provoque la honte, hein, Mm. véritablement. Véritablement, elle est sur nous, sur nos. Il y a un truc dans le corps qui vient nous scléroser. On se sent plus du tout comme les mêmes personnes. On remet en question absolument le sens de la vie. On a l'impression que quelque chose nous est tombé dessus parce qu'en fait, on va parler de quoi, nous, trentenaires, qui, avec tous nos enfants, tous nos, lapsus, tous nos, tous nos amis qui font des enfants et tout, bah, en fait, on a plus, enfin, on fait plus partie de ce monde, en tout cas, on fait plus partie de la société dans laquelle on est censé avoir une place et trouver sa place. Alors aujourd'hui, heureusement que ça se démocratise et que la question de la maternité ouvre des champs plus larges, mais en vrai, ça reste quand même la projection de vie la plus commune, le sens le plus commun qu'on donne à la vie, d'essayer de, tellement on est égocentré, d'avoir des petits derrière nous qui prendront notre relève. Donc, c'est terrible, hein, mais voilà, c'est ça. J'arrête de parler. Bien, bah, je vais me Ouais. tourner maintenant vers Nicolas, hein. Oui, Nicolas, qu'est-ce qui vous a convaincu de mettre en scène ce texte alors? et oui, bah, écoute, ça s'est fait en plusieurs étapes. Je pense tout d'abord déjà le fait que ce soit Charlotte qui l'a écrit. C'est quelque chose qui aurait pu me convaincre en l'état. Parce que voilà, on a commencé évidemment notre parcours ensemble au théâtre, on a commencé à travailler ensemble et c'était comme une évidence qu'on allait continuer à travailler ensemble. Quand il y a eu ce projet-là, j'ai foncé direct. Et ensuite, en lisant le texte, évidemment, ça portait des sujets qui, moi, me parlaient beaucoup, que ce soit en fait la MP et, euh, et la fertilité. Moi, ma mère travaille donc est gynéco et a fondé des centres d'AMP à Lorient et à Saint-Brieuc. Et donc, bon, c'était marrant, c'était un petit clin d'œil sympa. Je me dis, bon, bah, ok, bon, bah, on se rejoint là, maman. C'était intéressant. Et, euh, et aussi, ça parlait d'autres sujets, notamment sur les violences sexuelles et familiales, voilà, qui m'ont paru importantes, nécessaires à défendre, qui étaient tues, voilà, que ce soit le sujet de l'AMP ou des violences. En fait, c'est deux sujets qui sont tus. Et pour moi, bah, le théâtre, ça sert un peu à parler de ces sujets-là, à délier les langues qui sont coincées et à offrir, comme disait Charlotte, euh, une sorte de force ou une possibilité de voir qu'on peut parler. Et enfin, je dirais, il y a quand même un truc, je pense maintenant,
mais en lisant le texte, il y a quand même une sorte de bordel quand même, quoi. Peut-être, il y a peut-être un lien de cause à effet avec les retours de non publiables en l'état, mais il y a une sorte de bordel qui parle de plein de sujets avec plein de styles différents et qui traverse tellement d'émotions qui, moi, m'a beaucoup parlé. Voilà. J'imagine que c'est sans doute lié aussi à mon parcours, à mon éducation et tout ça. Mais je crois que c'est là aussi qu'on se retrouve avec Charlotte, c'est voilà, on se retrouve dans le bordel et on arrive à en faire quelque chose de beau. Enfin, du moins, on essaye. Vous avez mentionné aussi que il y avait un thème de violence, hein. J'en ai pas parlé avec vous, Charlotte, par pudeur, hein, mais effectivement, ça fait aussi partie des thèmes de la pièce, bien sûr, et peut-être des causes aussi d'infertilité, peut-être. Nicolas, la PMA est un sujet sensible et intime. Quel choix de mise en scène avez-vous fait pour rendre les propos accessibles et universels? J'allais dire, c'est une bonne question. Ouais. Non, non. Bah, en fait, au départ, je me suis pas vraiment posé la question. Moi, à partir du moment où j'ai lu le texte, je me suis dit, bah, déjà, c'est génial, c'est vivant, en fait, c'est vrai, il y a une vérité, quelque chose d'intime. Donc, déjà, je me suis pas posé la question, comment je vais faire pour le rendre accessible, que les gens comprennent? Parce que pour moi, en fait, il y avait quelque chose de tellement vivant, de tellement personnel que forcément, ça allait parler aux autres. Euh, et donc, en fait, voilà, après, voilà, on travaille toujours de la même manière, c'est-à-dire réfléchir au maximum de ce qui se passe en fait en dessous chaque réplique, qu'est-ce qui rend vivant telle ou telle réplique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens vivent. Et à partir de ce moment-là, je pense que voilà, ça peut être accessible à tout. Si on arrive à faire comprendre du Richard III qui date il y a 500 ans, je pense qu'une histoire comme ça, elle peut être accessible si on la travaille de la bonne manière. Voilà. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a quand même une réflexion, et là, ça a été un bel apprentissage pour moi quand même, parce que notamment, du coup, ce sujet des violences et, euh, et de l'inceste provoquait énormément de rage chez moi, et j'avais une envie presque voilà, de le défendre, presque avec brutalité, quoi, mais voilà, de le mettre au monde et de dire, mais regardez cette dégueulasserie-là, et, en oubliant un petit peu que, bah, en fait, notre objectif principal, c'est quand même de faire entendre un message, et pour faire entendre un message, bah, parfois, il faut quand même bah, mettre de l'eau dans son vin, ou essayer de réfléchir, d'être tourné vers les autres, comment ils vont accueillir au mieux le message. Et donc, ça s'est fait notamment sur Avignon, où au bout de 2 dates, on s'est dit, il n'y a pas ce qu'on recherche, il n'y a pas cette légèreté-là qu'on a, il n'y a pas ce dialogue-là avec les gens à la fin, en fait, qu'on veut provoquer et qu'on veut avoir. Mais en même temps, bon, c'est logique, parce que bah, moi, voilà, j'ai lu énormément de choses dessus, je baigne dedans dans ces deux sujets, que ce soit la MP ou des violences. Et là, c'était pas possible. Donc, avec Charlotte, on a passé une matinée entière pendant le festival, on se dit, ah, ok, on va revoir ça, on va revoir ça, on va refaire ça. Et on est revenu le lendemain avec une version qui avait, voilà, on avait changé plein de choses, on avait repris des idées qu'on avait eues déjà. Et voilà, et on a adapté finalement, voilà, notre discours et notre manière de défendre ce sujet-là. Et, euh, et ça a beaucoup mieux fonctionné. On se dit, ah, et là, ça a été vraiment une belle leçon, en tout cas pour ma part, de me dire, bon, bah voilà, des fois, il faut réussir en fait à rentrer en communication avec les autres avant même de l'être, avant même d'être en lien, et se dire, ok, c'est quoi mon objectif principal? C'est de faire passer le message. Ok, bah, pour faire passer ce message-là, c'est quoi la manière la plus intelligente, tout en restant évidemment convaincu de ce qu'on fait, euh, mais pour le transmettre et dialoguer ensemble. Mais c'est vrai que la façon dont vous avez présenté, entre guillemets, les violences, moi, quand j'ai vu la pièce, là, ça a été un vrai choc, quoi. Je l'ai Hum, découvert hum, comme un hum. choc parce que j'avais rien lu avant. Donc, d'un Oui, seul coup, j'ai eu ce choc et j'ai tout de suite voulu aller discuter avec Charlotte après la pièce parce que ouais, j'avais été choqué par la façon dont c'était mis en scène. Mais c'est ouais, fait ouais, pour, hein, on est bien d'accord. Mais c'est je fait veux pas pour. spoiler la pièce, Non, bien non, non, ouais. sûr. Mais en tout Ouais. cas, ouais, je pense que ce qu'il dit, c'est que on a revu quand même. Enfin, ouais, ça a été revu pour que ce soit. Il y a cette volonté de choc, mais on s'est dit, bon, ok, Faut pas non il faut plus- qu'on cherche d'autres choses pour qu'en fait ce choc-là, il soit accueilli de la meilleure des manières possibles et que les spectateurs, le spectateur, la spectatrice aient les armes en fait pour l'encaisser et venir discuter avec nous. Et donc ça passe par de l'humour, par du burlesque, beaucoup d'absurde, moi qui me fait beaucoup rire. Ouais, varier les styles, mettre de la danse, mettre du chant, voilà, en faire un vrai truc de vivant, quoi. Je crois que c'est vraiment ça le but. Et alors, comment vous avez travaillé avec Charlotte donc, pour donner corps à son texte et trouver le ton juste? Bah, on a beaucoup parlé déjà. On a beaucoup parlé. Ça aide de bien se connaître quand même déjà.
On a beaucoup parlé sur le texte. Moi, j'ai beaucoup dit ce que j'en pensais. Voilà, en faisant des allers-retours, tout ça. Et quand on a commencé à travailler l'année dernière, en fait, on s'est penché sur le texte tous les deux. Moi, on en avait déjà parlé évidemment sur voilà, ce que je voulais défendre dans ce texte, qui était primordial et nécessaire pour moi de défendre. Euh, et ensuite, voilà, on a commencé à travailler ensemble pendant toute une journée. On a repéré ça. On s'est dit, ah, on pourrait faire de cette manière-là, euh, comme ça. Et en fait, je sais pas, on a tellement été tout le temps Ensemble. ensemble, en fait, dans tout, que ça s'est fait un peu naturellement, quoi. C'est devenu, ok, enfin, je ne saurais pas dire. Ouais. J'imagine de parler, de communiquer, de faire preuve d'humilité et d'écoute. Et déjà, c'est pas mal, mais je ne saurais pas donner des choses précises. Personne n'a eu, ouais, j'ai eu cette tâche-là, Hmm. Charlotte a eu cette tâche-là. Enfin, ouais, Après, je crois qu'on s'est beaucoup autorisé à, comment dire, à interagir. Enfin, en tout cas, Nicolas m'a laissé beaucoup de place, comme c'était mon texte, dans peut-être des fois des visions que j'avais, mais on ne s'est jamais ni marché dessus, ni je pense, on s'est jamais. On a fait preuve d'énormément je pense, de respect dans ce qui spontanément sortait de nos têtes. En demandant toujours l'assentiment ou le consentement de l'autre sur la direction prise, enfin, surtout moi, parce que du coup, bah, une fois que je donne la mise en scène, je donne la mise en scène. Mais j'avais quand même des petits trucs que je voulais pas que je voulais pas laisser s'échapper. Et je crois qu'il y a vraiment ça, Mm, mm. oui, Ouais, puis c'est ce ça. grand Ouais. respect Ouais, de travail. ouais, puis ma volonté, moi, c'était de défendre au mieux le texte de Charlotte. Est-ce que moi, j'y voyais? Est-ce que toi aussi, tu Mm. voulais, Oui. est-ce que tu y mettais même, c'est marrant quand même, enfin, en tout cas, c'est mon avis, quoi, mais je pense que des fois, on écrit des choses et en fait, on se rend pas Ouais. compte de ce qu'on écrit, en fait, je crois, parce qu'il faut avoir le recul sur le texte. Mm. C'est-à-dire, même en le lisant, même en le jouant, en fait, il y a des choses qui sortent et je pense que c'est là où c'est intéressant. Pas forcément, ça veut pas dire que c'est pas intéressant de mettre en scène son texte, mais je trouve que c'est là où c'est intéressant peut-être d'avoir quelqu'un avec qui travailler pour dire, ah bah là, c'est marrant parce qu'il y a quand même ça qui ressort de ton écriture qui est assez flagrant, quoi. Et ça, je trouve que c'est là où c'est génial, quoi. Ouais. Et puis je crois que vous connaissiez bien, puisque vous jouez, vous collaborez sur une autre pièce aussi, tous les Oui, deux, eh oui. qui cette fois-ci n'a pas été écrite par Charlotte. Non. Et le Mais une sujet est complètement... troisième sur laquelle que j'ai écrite et où je mets en scène cette fois-ci. Ah, Alors, on et a qui sera commencé là. prête bientôt. Ouais. C'est ça. Nicolas, aviez-vous une volonté de bousculer le spectateur, de le faire réfléchir, ou plutôt de l'inviter à l'empathie? Bah, non, premièrement, comme je l'ai mentionné là précédemment, c'était vraiment de le bousculer parce que déjà, c'est mon objectif globalement dans ce que je fais. Euh, C'est-à-dire vraiment que les gens, en fait, pour moi, c'est vraiment que l'art vivant, donc c'est-à-dire là, le spectacle vivant en l'occurrence, ça doit être quelque chose qui soit autre chose que du divertissement, qui prenne vraiment une place dans une vie et du coup qui vienne bousculer, vienne bousculer et qu'on sorte pas, surtout qu'on ne sorte jamais d'une pièce de théâtre dans le même état que dans lequel on est rentré. Et ça, je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à, à faire du théâtre quelque chose voilà, qui reste nécessaire, qui reste important. Donc de prime abord bousculer, après provoquer l'empathie, je ne crois pas que c'était dans mes objectifs. Je crois que provoquer peut-être la sympathie, euh, c'est-à-dire que les gens viennent souffrir et souffrir au sens large, c'est-à-dire et vivre et ressentir ce que ressentent un peu les personnages, mais plus que l'empathie, c'est-à-dire que cette empathie-là ou cette sympathie-là, en tout cas par effet de domino, bah, viennent après provoquer autre chose, c'est-à-dire soit bousculer, soit provoquer un dialogue, c'est-à-dire venir poser des questions, soit faire rire et venir relativiser sur une situation, euh, ou tout simplement, bah, en fait, en ayant appris des choses, en ayant été percuté, et ensuite derrière d'avoir plutôt élargi ses capacités d'empathie, mais pour l'avenir et pour les autres personnes que les gens vont rencontrer. Et cette pièce fait réfléchir aussi, hein, c'est Bah, clair. je crois que c'est là où elle est assez géniale, ouais. Elle arrive à bousculer, elle arrive à faire réfléchir et à apprendre des choses, à toucher et à faire rire. Donc, ouais, je crois que ça atteint un objectif qui est pas dégueu. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. La scénographie, la direction d'acteurs ont-elles évolué en fonction des retours du public? Et oui,
Oui, oui. Bah, évidemment, je crois que c'est pareil, hein, c'est dans le même cadre de démarche d'utilité, même si je suis quand même assez têtu et assez persuadé de ce que je veux faire et comment je veux le faire, même si évidemment, de toute façon, dans ce métier-là, et même dans la vie, on apprend tous les jours et tout. La scénographie, bah ouais, on va changer déjà au Mm. bout de deux trucs d'Avignon. Moi, c'est vrai que j'avais des ambitions un peu fortes, un peu ambitieuses, c'est qu'elle le dire. Voilà, sur le changement de décor, faire quelque chose de très dynamique, très actif, mais voilà, quand on a bah, comment dire, une taille de plateau réduite, qu'une sortie, euh, Des acteurs débutants. un temps de répétition aussi et des moyens réduits, bon, bah, il y a des choses qu'évidemment, on est obligé de se dire, bon, bah, ça, écoute, on va lâcher et on va faire autre chose. Donc, ça, oui. Et la direction d'acteur, ça, moins, j'avoue. Moins, Mm. parce que, en fait, je trouve que comment dire, c'est quelque chose qui est, je trouve, beaucoup, en limite plus creusé, plus en amont, plus profond que les retours qu'on va avoir direct. Direction d'acteur, c'est vraiment une méthode qui commence dès le départ, en fait, du travail. C'est-à-dire, en fait, y a pas, c'est pas moi qui vais dire, ah, fais-le comme ça. Enfin, ça m'intéresse pas vraiment, quoi. Le but de la direction, de ma direction d'acteur, du moins, et d'actrice, c'est de faire en sorte que la personne qui est en face de moi, donc la comédienne et le comédien, en fait, me propose quelque chose et au moins autant d'armes que moi à proposer sur son ou sa personnage. Et qu'après, on discute et que je fais, ah ouais, moi je voyais ça, ah toi tu vois ça. Et petit à petit, on dialogue ensemble et on offre quelque chose. Mais vraiment, le fin fond de la méthode, c'est c'est vraiment que la personne en face, en fait, soit persuadée de ce qu'elle dit et de ce qu'elle défend et de ce qu'elle vit. Et à partir du moment où, si la personne, la comédienne ou le comédien en face, il dit, ah, moi, je le fais comme ça parce que je le sens comme ça, je fais, ok, d'accord. Bon. Et après, soit on essaye de s'entendre, soit j'accepte et je dis ok, soit bah, il y a un truc où je suis vraiment convaincu et petit à petit on discute et on trouve un point d'entente. Voilà. Euh, Par contre, en revanche, les retours de public, ils sont hyper intéressants ouais, sur la couleur globale qu'on veut donner, sur comment on va traiter notre message, est-ce qu'on peut l'apporter, hop là, est-ce qu'on peut venir alléger et rajouter quelque chose qui va aider le spectateur à nous accompagner. Et pareil sur la scénographie, parce que scénographie, c'est vraiment pas quelque chose sur lequel j'ai une expertise ou quoi que ce soit. Mais voilà, en tout cas, on prend les retours et on voit ce qu'on peut en faire. Ça, c'est sûr. Et selon vous, plus globalement, quel rôle le théâtre peut-il jouer dans le débat sur la PMA et le droit à la parentalité? Quel rôle le théâtre peut-il jouer? Bah, en fait, à partir du moment où on offre la possibilité à des personnes d'avoir accès à une autre vision du monde que la leur, bah, déjà, en fait, ça ouvre le dialogue et ça ouvre les possibilités de communiquer et de vivre ensemble. Et d'autant plus sur des sujets qui sont difficiles et tabous comme la l'ANP. Bah voilà, en fait, là, on a une autre vision. On se dit, ah, bah putain, quelqu'un d'autre le vit. Donc, ça donne envie d'en parler. Ça donne envie peut-être de venir en parler avec nous. Ça donne aussi peut-être des leviers parfois pour en rire, des leviers aussi pour se rendre compte parfois de la violence. Donc, le rôle que ça a joué, c'est le rôle du théâtre en général et de l'art, je crois, en fait, c'est d'ajouter de la beauté et des lignes de partage, de dialogue, je pense. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, vous avez chacun parlé à votre tour. J'ai des questions communes, répond celui qui veut, Olé. Ok, celui qui a envie de répondre. très Donc bien. la PMA touche de nombreuses personnes, mais reste parfois tabou. Est-ce l'une des raisons qui vous a poussé à en parler sur scène? Oui, complètement. C'était pas l'objectif initial. Comme je le disais, il y avait vraiment, au début, j'avais vraiment besoin de décharger. Et quand j'ai pris conscience en fait de tout ce que je venais de vivre, je me suis dit, attends, mais c'est trop fou c'est trop fou pour rien en faire. Et donc j'ai écrit, mais a posteriori, je me suis dit, mais si moi, parce que je sais que je suis une duromale sur plein de choses, je dis, mais si moi j'en suis là, mais c'est comment pour les autres en fait? Et donc, de cette réflexion-là beaucoup plus globale et qui sort en fait de moi, il y avait cette volonté, oui, je ne me souviens plus la question, mais en tout cas de toucher.
Est-ce que le fait que ce soit tabou, ça t'a... Oui, voilà, absolument. Absolument, de délier ça, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est d'une telle violence sur tous les aspects que oui, en fait. Et puis moi, je sais, enfin, je l'ai pas dit, mais enfin, initialement, je suis une professionnelle des violences, dans le sens où je suis dans la protection de l'enfance depuis des années de mineurs auteurs d'infractions. Donc tout ça, je connais et je me suis dit, non, c'est une autre violence qui est tue et de laquelle faut parler. Alors, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure. Qu'espérez-vous que le public retienne en sortant de la pièce? Et je vais. Ouais, vas-y. On peut faire à deux même. Hein. Ouais, ouais, On ouais. peut faire ça. Ceux qu'ils retiennent, qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Bah, je crois qu'ils peuvent retenir que dans n'importe quelle situation, il y a de la beauté, il y a de l'espoir. Mm. C'est pas mal pour l'interview, ça. Mais, et non, et surtout aussi, quand même, une chose importante pour moi, c'est aussi rendre compte, en fait, de l'impact des sujets qu'on défend et de leur impact dans la société et du coup de notre responsabilité, soit à en prendre connaissance ou à en parler, ou, ouais, du moins à en prendre connaissance, voilà. Et notamment, en fait, ce lien entre les violences et les troubles du coup post-traumatiques et la capacité à procréer. Ça, c'est primordial et c'est vraiment la question des violences, elle a été commencée à être posée, mais que très, très récemment dans les consultes gynéco. Et petit à petit, la gynéco est en train aussi de se lier avec d'autres types de médecine, donc avec beaucoup de MDR, beaucoup de psycho, beaucoup de euh, voilà, il y a de l'hypnose aussi de plus en plus dans la médecine. Enfin, ouais, voilà, vraiment mettre en lumière comment, en fait, voilà, pour lier les deux, bah, comment ces violences-là, et notamment dans l'enfance, bah, en fait, elles viennent impacter notre vie et là, notre capacité à procréer, mais aussi toute notre vie, en fait, notre capacité à aimer, notre capacité à faire couple, euh, à mettre des sujets, à mettre des projets, enfin, et enfin, en fait, notre capacité à faire société. Et donc, voilà, il y avait, ouais, voilà, d'un côté, bah, témoigner de ce parcours quand même et le montrer et AMP, j'entends. Et aussi, d'un côté, bah, en fait, ouais, briser des tabous et dire aussi à quel point, en fait, oui, l'inceste et toutes les violences, en fait, qui sont vécues dans l'enfance ont des grands impacts moraux, émotionnels, ça, on a l'habitude de le voir, mais aussi, en fait, physique. Ça nous tient jusque physiquement, quoi. Enfin, et ça, il faut en parler parce que c'est important de s'en rendre compte. En dehors du cas de la personne dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que vous avez rencontré des personnes concernées par la PMA, à la fois pendant la préparation du projet, après les représentations? Euh, alors pour le coup, pendant la préparation du projet, pas du tout. C'est quelque chose d'ailleurs qui m'a été reproché, enfin reproché, moi je l'ai pris comme ça, mais qui a été soulevé par une direction de théâtre chez laquelle on avait fait une maquette l'année dernière et qui n'a pas retenu le projet pour être programmé chez eux. Euh, c'est peut-être, j'ai aucune idée, je sais pas du tout si c'est un tort ou pas. En tout cas, je sais que, encore une fois, à l'époque où je l'ai écrite, j'étais tellement isolée, j'étais tellement terrassée, j'étais tellement sous tout, en fait. Je pense que, ouais, c'était terrible. Et qu'à ce moment-là, non, j'avais pas une volonté d'universalité de la pièce. J'avais déjà besoin de sauver ma peau et et de mettre en mots, du coup sur le papier, parce que souvent je me fais dans ma tête, donc je mets en esprit plutôt. Euh, et donc dans cette phase-là, non, pas du tout, mais par contre, de façon très très étonnante, et je pense que ça on pourrait tous le témoigner, parce qu'on l'a fait à Avignon à 6-7 dans le tractage. Mais en fait, on en rencontre plein. Ouais. Non, mais plein, plein, plein. J'ai même rencontré un couple qui me disait, donc je leur disais, ben, on joue ce soir et tout. Et ils me disaient, ah ben ce soir, on commence notre première injection de notre premier cycle de PMA. Et j'étais là, ok, ok. Et moi, à chaque fois que les gens ils me racontent ça, moi, je pleure et tout, je les prends dans mes bras et je me dis, allez, mais et courage, et ça va, et parlez-vous surtout,
entourez-vous et tout. Puis je me dis, non, mais les gens, ils n'ont pas ma vie, donc ça va aller très bien pour eux. Euh, mais, euh, mais, mais oui, plutôt du coup dans ce cadre-là. On a énormément, je pense, tous rencontré beaucoup de gens concernés, soit des enfants, enfin des grands-parents et c'était des enfants concernés, soit des couples eux-mêmes qui avaient traversé ça il y a des années. J'ai une fois une dame qui m'a dit, justement un peu dans ce truc de la transmission et tout, qui m'a dit, mais moi, j'arrivais pas à avoir d'enfants. Et en fait, j'ai commencé à remonter mes ancêtres et ce qui s'était passé dans ma famille et tout. Et j'avais une grand-mère, donc enfin une ancêtre, qui était faiseuse d'anges. Alors, je ne connaissais pas le Mhm. terme, mais qui en fait avortait illégalement. Voilà. Mhm. Pardon pour votre culture, moi je ne l'avais pas. Mais qui avortait illégalement voilà, pendant des périodes où c'était pas autorisé. Et en fait, cette espèce de, de, de truc un peu qui est resté et qui s'est. Enfin, elle est persuadée de ça, que ça s'est reproduit de génération en génération. Et en fait, dans chaque fratrie ou dans chaque lignée, il y avait toujours une personne qui n'arrivait pas à procréer. Et là, c'était elle. Et elle a fait la PMA, mais elle n'est pas venue voir la pièce parce que période horrible de sa vie. Elle était toujours avec son conjoint et tout, mais elle s'en est jamais sortie. Mais je pense que toi aussi, hein, Ouais, oui, j'avoue qu'on a rencontré. ouais, Ouais, mais pareil, sur le festival, globalement, on a rencontré beaucoup de personnes. Après, pendant le process de création, non, moi, on n'a pas le temps, ouais, hein. c'est ça. En vrai. On dit, on dit qu'un couple sur cinq est concerné en France, hein. C'est énorme, hein. Ça Ouais, représente C'est énorme. plusieurs millions de personnes. ouais. Plus généralement, donc, tous les deux, comment percevez-vous la place de l'art et du théâtre pour accompagner les couples confrontés à l'infertilité? Donc, il y a la littérature, il y a le théâtre, il y a le cinéma. Ouais, j'ai un peu. Tu veux dire? Vas-y. Bah non, mais c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Ouais. Ouais. Enfin, à chaque fois, l'art, c'est génial parce que c'est un petit voyage, quoi. Ça propose une autre vision du monde que la nôtre, donc forcément, ça aide. Ça aide, nous, ça nous aide à nous savoir pas tout seul, ça développe notre empathie, notre sympathie, voilà, je pense que, ouais, c'est beau, quoi. On est des animaux sociaux aussi, donc ça fait du bien de savoir que des gens partagent notre histoire. Euh, je crois que ça fait du bien aussi d'apprendre des choses fondamentalement et du coup, bah, peut-être qu'on a plus de chances de se sentir utile derrière pour aider. Euh, et ouais, je pense que quand on arrive, c'est aussi ouais, je pense la place de l'art, c'est réussir à mettre de la beauté à partir de quelque chose d'intime qui soit terrible ou magnifique. Mais en tout cas, il y a de la beauté et de la poésie qui s'y loge. Et je crois que ça, c'est ce petit truc en tant qu'humain, on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, bon, bah, ça nous touche et il y a un petit goût il y a une sorte d'un petit goût de plénitude, je sais pas, mais de joie. En tout cas, je crois quand on rencontre quelque chose d'artistique qui nous parle. Non, enfin, il y a quelque chose de, ouais, Oui, plus grand que nous. oui, oui, carrément, oui, bah oui, de toute façon, oui. Mais c'est vrai que moi, je trouve que le format du théâtre, pour le coup, ou du cinéma, permet, parce que je sais qu'il y a des livres et tout, notamment le livre de Salomé Berlioz sur la peau des pêches et tout ça. J'ai l'impression que, évidemment, nous, on est des grands lecteurs, mais on fait partie des classes très privilégiées, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, j'ai l'impression qu'on propose un format aussi qui est court, hein, parce que la pièce dure 1h10, qui, euh, qui justement permet, euh, oui, voilà, permet de mettre en lumière ça et que ce soit très accessible, très compréhensible. Et donc, du coup, ça, pour moi, ça augmente les chances d'impact et de visibilité et de, comment dire, de transmission voilà, de ce sujet. C'est vrai que Bon, je ne voudrais pas faire autre chose que du. Yeah. Ouais, enfin, Il n'y a pas énormément d'autres compétences, quoi. mais, nous, on s'est rendu compte surtout que ça donnait de l'espoir et ça, c'est vraiment très Ah important. En ouais, tant je crois. Ouais. qu'association d'aide, on est là aussi pour donner de l'espoir et c'est pour ça qu'on essaye de pousser dans la limite de nos maigres moyens, hein, l'art aussi d'abord aussi pour faire tomber les tabous, pour donner de l'espoir et Ouais. pour aider tous les couples ou toutes les Hum, personnes qui hum, 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 sont hum. confrontées à l'infertilité. Et alors, quels sont vos projets futurs autour de ce thème ou d'autres sujets de société peut-être liés à l'intime?
Les projets, du coup, plutôt artistiques, ou oui, hein, parce Ah, c'est que comme, sinon, comme vous voulez, vos projets qui seraient liés à ce thème, ils sont artistiques ou pas, hein. ouais, ben, non, mais vous voyez, enfin, en termes d'espoir ou de comment on peut, après avoir vécu ça, envisager les choses différemment. Moi, en ce moment, donc je reprends la PMA, mais du coup, pas dans un projet de couple, dans un projet très perso, puisque je saisis tout ce que la loi permet actuellement de préservation de mes ovocytes pour me projeter sur un après éventuel, puisque je vous avoue que oui, la question de la maternité a pris toute une autre dimension chez moi, même si c'est quelque chose, j'ai encore l'impression, là encore, je me dis à quel endroit je me mens, à quel endroit je reste convaincue de choses qui sont peut-être plus ma personne et ma personnalité, je ne sais pas du tout, donc j'ai mon chemin à faire aussi là-dessus. Mais, mais voilà comment on peut se remettre ou on continuer d'avancer. Ça, c'est un des outils. Donc, ça, c'est plutôt perso. Et pro, bah, on va essayer je sais pas, de Violette. On joue bientôt. Ça doit encore se caler, mais on joue actuellement. Et on va jouer aussi auprès de Polytechnique de Roubaix, dans pour Polytechnique, donc auprès d'infirmiers et tout ça. C'est une dame qui avait vu le spectacle l'année dernière et qui a souhaité l'acheter pour une date. Il y a des petits trucs un peu comme ça, Ouais, bah, il y a plein de trucs. Après, il y a des nuits. il y a Et Démon donc, déjà qui parle quand même de santé mentale, ouais. d'amour, d'emprise, donc ça c'est. Sur l'intime, on y est bien. Ouais, voilà. De toute façon, le but en général, on essaye de défendre des choses les plus intimes possibles pour qu'elles parlent au plus grand nombre, quoi. Moi, c'est l'espoir. Et sinon, non, bah il y a le dernier, c'est pas le dernier, mais du moins le texte de Charlotte sur lequel on travaille en ce moment, qui point de vue, qui parle de quoi? Qui parle on va dire des biais cognitifs et comment ils peuvent nous aider ou alors parfois nous desservir à faire société et donc comment en fait comment on arrive à faire société en ayant conscience ou non de la pluralité de points de vue, d'histoire, de ressentis. C'est assez génial, c'est très intelligent évidemment. C'est Charlotte qui l'a écrit dans tous les cas. Et c'est à la fois très drôle, on apprend des choses, on est percuté. Et il y a un texte, Ouais, ouais, il y a mon dernier là pour le coup. Bon, je vais encore en écrire là, mais le dernier, ouais. C'est ça que tu voulais dire ou pas? ouais, ouais, ouais. Ah non, 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 vas-y, vas-y. Tu voulais parler Non, d'autre chose? de Moira, mais si on en parle pas, Ah ça va. oui. Donc, Euh, oui, oui, oui. mais parle, non, parle de ton texte. Mhm. Parle de ton texte. Euh, euh, oui, le dernier texte que j'ai écrit qui s'appelle Grandir, en 2 mots, grandir ou sectaire, voilà, qui est pour le coup là, qui aborde la question de la dynamique familiale, vraiment pure, et comment en fait, quand on est dans des familles très dysfonctionnelles par son système hein, intrinsèque à lui-même, fait de toutes ses personnalités, fait de plusieurs personnalités, comment est-ce qu'on trouve sa place là-dedans et comment en fait on se rend compte à quel point on ne change pas le système sinon que nous-mêmes, mais qu'en changeant nous-mêmes, on fait évoluer le système. Donc c'est vraiment cette perspective-là, ça se passe à Noël, chez l'un des enfants d'une fratrie, et c'est en 3 actes, et en fait on voit un perso qui navigue un peu dans les 3 actes et qui pose au fur et à mesure des années qui passent, donc il y a 10 ans à chaque fois, donc déjà on voit bien la sclérose de ces trucs très ancrés on fait Noël au même endroit, à la même date, etc. Et on voit un perso qui est un peu, on ne sait pas pourquoi, mais un peu malmené, mais parce que des fois dans les familles, on a des places un peu comme ça, on ne sait pas trop, enfin, voilà, la question de la place dans les familles, c'est un vrai sujet. Et on la voit en fait que elle évoluer, mais progressivement, du coup, en ayant cette conscience de comment ça fonctionne et
comment fonctionne sa famille et en prenant conscience de elle, où sont ses besoins individuels, comment elle allie en fait le fait de rester dans une famille parce que c'est la sienne, mais tout en se préservant en fait de ce qu'elle voit, de la place qu'elle a et qui en fait ne lui convient plus au fur et à mesure des années et de son grandissement. Je ne sais pas du tout si ça marche, mais voilà. Et voilà, donc ça c'est une pièce très facile à monter. Donc, voilà, on est pas mal. Tu veux parler de Non, non, donc, non. Bien, bah écoutez, merci à vous deux pour cette passionnante interview, hein. J'espère qu'elle donnera envie à de nombreuses personnes de venir voir cette pièce. Les dates et lieux de représentation bah, s'afficheront dans les commentaires ou dans les notes qui accompagneront magnifique. cette interview. Merci encore. À bientôt. Merci beaucoup, à Merci bientôt. beaucoup.